Voyageant Récit, Ninou Garabaghi et Geoffroy Scrive. Ninou Garabaghi, vous êtes économètre, docteur d'État de l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous êtes d'origine iranienne, et si nous nous rencontrons dans cette émission de Voyageant Récit, c'est pour parler de différents ouvrages que vous avez pu écrire ces dernières années. On va citer ces livres publiés chez l'Harmattan. Donc, un essai intitulé « Construction de la figure du nouvel ennemi » et « La quête d'alter ego » et, enfin, « Les espaces de la diversité culturelle » avec comme sous-titre « Du multilatéralisme au multiculturalisme régional ». Alors, vous m'avez indiqué un plan que vous désiriez suivre pour cet entretien, pour cette conversation orale. Plan que voici. En premier point, vous souhaitez aborder question de l'islam en général et de l'islam politique en particulier, à partir du cas iranien, qui est bien sûr votre pays natal. Et donc là, on se réfère à ce titre, donc construction de la figure du nouvel ennemi. Puis, vous souhaitez aborder la question de l'universel. Enfin, parler de ce livre La quête d'alter ego, avec comme sous-titre Pérégrination d'une âme franco-iranienne. Donc là, tout est dit dans le terme d'une âme franco-iranienne. Alors, pour le premier point, donc question de l'islam en général, et de l'islam en politique en particulier à partir du cas iranien, on revient à cette construction de la figure du nouvel ennemi. Alors on va pas pouvoir parler de tout le livre parce que j'invite les auditeurs à se le procurer, c'est quand même un travail très conséquent, statistique à l'appui, et puis notamment on va peut-être partir d'une illustration sonore si vous permettez, parce que dans ce livre vous avez un passage notamment par rapport à ce qu'on appelle en France le djihad, la guerre sainte. Et je suis retombé sur une émission datant de 1980, avec comme interlocuteur Jacques Chancel et le philosophe Jacques Ellul. Mais Jacques Ellul, comment entendez-vous les bruits aujourd'hui qui sont apportés par l'islam? Parce qu'on parle des protestants, on parle des catholiques, on parle des juifs, mais là c'est un bruit. Oui, l'islam est très inquiétant parce que il peut répondre à un certain nombre de besoins purement religieux. Si l'islam, je dirais, redevient l'islam de ses prophètes et de ses mystiques, alors j'ai l'impression que le dialogue peut être extrêmement fructueux entre l'Occident et l'islam. Si l'islam devient une religion politique, c'est-à-dire si dans cet équilibre extrêmement fragile qu'il y a à l'intérieur de l'islam entre le djihad, n'est-ce pas, le djihad, c'est-à-dire la guerre sainte dans l'islam est un fait complexe. Nous ne voulons en voir qu'un aspect, c'est-à-dire la guerre contre l'infidèle. Or, le djihad, la guerre sainte, c'est la guerre contre soi. D'abord, n'est-ce pas, le musulman sérieux mène la guerre contre ses propres passions, contre ses propres tendances, etc. Alors, autrement dit, nous sommes en présence d'un monde spirituel qui a un impact sur le politique et l'extérieur, mais qui implique une vie intérieure extrêmement profonde. Alors, si l'islam bascule sur la conjugaison entre l'islam politique et la politique du monde moderne, ça peut être évidemment assez catastrophique. Oui, c'est exactement l'esprit qui a présidé à mes travaux. Il me semble en tout cas. Oui. Aviez-vous connaissance de cet échange? Vous savez, j'avais tellement écouté des émissions, mais là, nous sommes en 80. Oui. 80, c'était déjà la révolution oui. Avait eu lieu, donc j'étais beaucoup plus préoccupée par les questions de la survie de mon père et d'autres questions, et il fallait que d'ici le lendemain je gagne ma vie, que l'ambassade on a refusé de renouveler mes papiers et j'étais apatride. Oui, puisque vous êtes réfugié politique, on peut le dire. J'étais longtemps réfugié politique et je me rappelle quand j'avais été on a refusé de renouveler mon passeport à l'ambassade. Et quand j'avais des amis qui avaient obtenu des rendez-vous, parce que bon, mon père était important, nous étions. Mais il était général.
Oui, mon père a Vous été... le citez dans le livre. Oui, mon père, dans le dernier livre, le dernier chapitre, porte sur mon père et ma mère. Mon père a été le dernier chef d'état-major des forces armées impériales d'Iran. Et mon père a été de la même promotion que le Shah. Ils ont été à l'école ensemble et c'était un homme de confiance du Shah. C'est-à-dire, il faisait surtout appel à lui chaque fois qu'il y avait des problèmes, pour être honnête. Et alors, ceci dit, donc à cette époque, j'étais beaucoup plus préoccupée. Ah oui, je disais, je suis allée pour renouveler mon passeport. On a refusé puisque moi, j'étais pas mariée. Mes deux sœurs étaient mariées, donc je portais mon propre nom, Garabaghi. Ah oui. Donc j'ai eu plus de problèmes peut-être que mes deux sœurs. Donc ils ont refusé de renouveler mes papiers, bien qu'il n'y avait pas encore de changement de régime, mais vous savez, tout de suite, chacun tourne sa veste, personne ne veut s'engager, et donc on n'a pas voulu, je dois pas être la seule à qui on n'a pas voulu renouveler le papier. Et quand j'avais été à la préfecture de police, d'ailleurs j'avais été reçue par quelqu'un de très haut niveau, il a blagué et il a dit « Ah, je vois votre cas, vous pouvez pas rester, vous pouvez pas partir. » Oui. Alors moi c'était pas un moment où j'étais pas à l'humour. J'ai dit « Je suis vivante, alors il faut bien faire quelque chose. » C'est ça. J'oublierai jamais cette phrase, que ma réaction, je suis vivante, il faut bien faire quelque chose. Alors il disait ça pour blaguer. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est entamé. Mais ce qui est intéressant au niveau de la remarque de Jacques Ellul, c'est que à cette période, si c'était une période où on parlait beaucoup de l'Iran, de la spiritualité, c'était vraiment à la mode. Oui. Moi-même, j'étais étudiante, j'écoutais France Culture, où il y avait tous ces philosophes qui étaient imprégnés par l'esprit de la culture persane, de la spiritualité persane inspirée de l'islam, et tous les ouvrages d'Henri Corbin sont des merveilles. Moi, je me réfère toujours à ces ouvrages. Et il n'y avait pas qu'en Occident, même en Iran, c'était devenu à la mode. Oui. Même à la cour, on parlait de spiritualité, c'était un retour aux sources, ce qu'il y a de meilleur. Dans chaque culture, les religions sont faites pour ça. Et comme vous dites, vous m'avez posé la question d'islam, du djihad. En principe, le grand djihad, il s'agit, et je l'écris dans mes ouvrages, pas seulement dans celui-là, dans l'autre aussi, où il est question de spiritualité. C'est la maîtrise de ses passions. Et c'est ce que tous les philosophes ont dit, et pas plus Spinoza, même Norbert Elias, on parlait d'incivilité, même quand vous vous référez à son ouvrage sur la civilisation des mœurs, quand vous progressez, vous arrivez, c'est l'homme qui maîtrise ses passions, ses émotions. Ça, dans toutes les cultures, on essaye d'y atteindre, d'atteindre cet état de maîtrise de ses pulsions pour. Alors, voilà. Une question qui concerne, je pense, l'intellectuel que vous êtes. Le propos ici, que nous avons pris comme exemple, a lieu en 1980. On se rend compte, en entendant Jacques Ellul et Jacques Chancel, qu'en 1980, quand Jacques Ellul cite le djihad, Jacques Chancel ne sait pas ce que c'est. Il lui fait répéter. Vous défendez, en premier lieu, comme lui, comme Jacques Ellul, l'idée déjà d'un combat intérieur personnel, contre ses passions, contre ses propres tendances, etc. Aujourd'hui, sur 66 millions de Français, combien n'ont pas une idée, ne savent pas, n'ont jamais entendu parler de ce qu'est le djihad? Et comment analysez-vous les situations où, sur ces 66 millions de Français, combien savent que le djihad, c'est la définition que vous donnez et que Jacques Ellul donne aussi, c'est-à-dire la conversion intérieure d'abord? Combien le savent par rapport à combien imaginent, par rapport à ce qu'en donnent les médias, à ce qu'a été l'actualité ces 10 dernières années, ces 20 dernières années? Comment, en tant que, à la fois homme de médias et philosophe ou intellectuel, on peut arriver, par les écrits, par vos écrits, par votre travail, à faire comprendre ce que c'est dans le fond? Parce que c'est ça le cœur du métier. Oui, mais l'historique
pourquoi ce mot est venu à la mode, ça n'a pas été au début de la révolution iranienne, ça a été beaucoup plus tardive, après quand il y a eu le terrorisme et tout ça, vous 2001. Savez, c'est pour ça que je vous ai dit, et ça dérange les gens quand on dit on est tous un peu responsables à un certain niveau. Et il n'y a pas, évidemment, en Orient, il y a eu des intellectuels aussi qui ont instrumentalisé l'islam, mais l'Occident n'a pas fait moins que cela. Et quand vous m'aviez posé, parce que vous aviez remarqué que dans mon livre, je parlais de Carter, et vous avez soulevé la question de Carter et de Bush. Alors, parce que là, actuellement, on sait qu'avec Carter, il y a eu l'instrumentalisation de l'islam pour faire face, pour arrêter l'Union soviétique qui était en Afghanistan. C'était pour créer une ceinture verte qui permettait de contrer et d'aboutir à l'échec, et c'est ce qui s'est passé. Ils ont soutenu les talibans et ils ont créé, finalement, Al-Qaïda a été le produit de cette longue politique américaine de création de la ceinture verte. Et après avoir aidé, en persan, il y a le grand poète Ferdowsi qui dit: un jour on vous fait monter sur la selle, le lendemain on vous fait porter la selle. Et après avoir fait monter Ben Laden sur la selle, comme je disais, il a été soutenu et tout, on l'a instrumentalisé, et après on l'a laissé tomber. Une fois qu'on l'a laissé tomber, le résultat, ça a été, c'est ce qu'on a vécu en 2001 et qui a été la catastrophe qui a fait extrêmement tort à l'islam. Mais c'était le revers. Si on n'avait pas instrumentalisé, on n'en serait pas arrivé là. Et c'est pour ça que moi, je parle d'indignité à géométrie variable. Après, là, actuellement, hier soir, j'entendais Monsieur Biden dire on va soutenir pour l'Ukraine et tout ça, mais on critique la Russie, je suis tout à fait d'accord, mais qu'est-ce que Bush a fait? Parce que quand on parle de légalité, c'est qui décide de la légalité au regard du respect du droit international et de la charte des Nations Unies? Quand on parle de légitimité, qui respecte les droits de l'homme? C'est la question. Alors, est-ce que c'est à géométrie variable? Alors, quand Bush, sous prétexte d'accusations mensongères, a envahi l'Irak, il a créé les prisons d'Abu Ghraib, il a créé le monstre de Daesh. Et aujourd'hui, et c'est à ce moment-là que le terme de djihadisme est vraiment devenu à la mode, connu. Et on crée des chaires, je l'écris dans mon livre, on crée des chaires, et on entretient finalement le fait de reparler, de réentretenir. Et il y a un endroit où vous aviez été gêné que j'utilise le terme d'instrumentalisation pour l'histoire du... Ah oui, c'est ça. Vous dites au chapitre 2 de la construction de la figure du nouvel ennemi, c'est ainsi que cherchant à instrumentaliser le religieux, le politique a fini par être instrumentalisé par le religieux. C'est à ça que vous faites écho, sans doute. Sur l'instrumentalisation. Oui, parce que quand je dis qu'il faut bien nommer les choses pour pas ajouter au malheur du monde, ce n'est pas évidemment qu'il faut abattre, condamner et faire face et utiliser les moyens qu'il faut pour se débarrasser de Daesh qui aimerait être appelé État islamique, et que moi je refuse qu'on utilise le terme d'État islamique parce que c'est ce que Daesh veut, parce que vous savez que dans une guerre, il n'y a pas que le hard power,
Il y a le soft power. Et Daesh, étant une guerre asymétrique, n'ayant pas les moyens, il a beaucoup joué sur le soft power et se faire nommer, se rendre plus important qu'il n'est. D'ailleurs, je me rappelle, il y avait un intellectuel anglais qui était très content. Il est venu faire tout un discours à l'UNESCO, tout ça, en disant que c'était vraiment un État et tout ça. Ça l'arrangeait parce qu'il voulait vendre un livre. Alors il demandait pas mieux. C'était le meilleur moyen de recruter des gens, que même des Français aient été se faire engager. Ils se voyaient des héros qui allaient sauver le monde, changer l'ordre du monde, comme dit l'autre intellectuel français. Et voilà, c'est sous cet angle que je pense qu'il est extrêmement important de bien nommer les choses pour ne pas aggraver les problèmes, parce que c'est une interaction. Et de toute façon, ceux qui font la guerre et ceux qui font la diplomatie sont pas les mêmes. Chacun doit agir dans son domaine, œuvrer dans son domaine pour instaurer la paix. Donc précision et concision, c'est votre mot d'ordre. Oui, tout à fait. Oui, d'ailleurs, je l'ai dit, Obama, pas une seule fois, il n'a utilisé. Je pense que c'était un bon chef. En tout cas, sur le plan lexical, il faisait attention sur ce plan-là. Mais sur d'autres plans aussi. Vous savez, un chef d'État se résume pas à ça. Mais... Oui, parce que maintenant, quand je vois, c'est pas le même niveau intellectuel, hein. C'est pas du tout la même sensibilité, et c'est là où la diversité culturelle enrichit. Et le fait qu'il a vécu dans un autre contexte que les États-Unis lui a donné une ouverture d'esprit. Différente. D'où des réactions. Moi, peut-être que j'aurais pas été la personne que je suis si j'avais pas été multiculturelle. Si j'avais pas eu droit à la culture persane et par mes parents à la culture azérie et à la culture française, parce que petite, je voyageais déjà. Moi, j'ai parlé, je crois, le français avant le persan. J'ai été à l'école maternelle en France. Et c'est pour ça que je voulais témoigner pour l'histoire de la dégradation de la condition féminine, si vous le permettez, en témoignage de ce qui s'est passé, parce que après le dernier soulèvement, on a espéré peut-être un relâchement au niveau de la tenue vestimentaire des femmes et d'une façon générale de la répression politique, ils allaient s'alléger. Donc là, vous parlez du soulèvement de l'automne dernier, l'automne 2022, tout récemment. Oui, tout récemment. Et qui a pris un virage dans la douleur. Oui, malheureusement. C'est pas certain, parce que de toute façon, ce mouvement est entamé. Mais ce qui est certain... Enfin, il a commencé de façon assez difficile, quoi. Les femmes ont fait depuis l'objet d'oppression. Ouais. Il y a eu l'empoisonnement des jeunes filles dans les écoles primaires. 800 jeunes filles ont été intoxiquées au gaz. Et c'est pourquoi chaque chef d'État doit vraiment peser ses mots. Khamenei, le nouveau guide de la révolution, avait dit qu'il fallait une petite punition. Pour l'exemple, les jeunes qui contestaient, parce qu'en Iran, même dans les lycées, les filles contestaient. Tout le monde s'est soulevé. Et il avait dit qu'il fallait une petite punition. Et d'après ce qu'on m'a rapporté, le gaz utilisé pour l'empoisonnement ne pouvait pas être à la portée de n'importe qui. C'était peut-être des gardiens de la révolution. Alors, reste à savoir si le gouvernement savait ou pas. Mais quand vous dites quelque chose, parmi ces gardiens de la révolution, peut-être qu'il y a des gens qui, de leur propre initiative, vont faire des dégâts. Ça vous échappe. C'est pourquoi il est très important que celui qui gouverne puisse peser ses mots, être un sage, comme disait Platon. Alors, il y a eu ça, et après, ils ont mis au point un logiciel de reconnaissance faciale. C'était pour identifier les femmes qui ne suivent pas la tenue vestimentaire et pour les sanctionner. Alors, moi, je vais témoigner au sujet j'ai dit, cette révolution a apporté une dégradation de la condition féminine, parce que moi, à mon époque,
j'ai été dans une école bilingue. D'accord. Donc, j'ai été dans une école de Saint-Vincent-de-Paul. Vous comprenez bien que cette école a été fermée. Oui. Pas question de garder ouvert cette école. Et après, c'est entre l'école Jeanne d'Arc que je suivais, on venait en France, après je retournais à l'école, et après j'ai été au lycée Razi, en Iran. Le lycée Razi était bilingue, et on était garçons et filles. Où se trouve-t-il en Iran? C'était en haut de Shemiran, l'école Razi. D'abord, c'était dans le sud de Téhéran. Après, ils ont construit une construction qui était près du Shemiran. Mais moi, j'ai commencé dans la construction qui était dans un ancien immeuble, d'ailleurs, qui était très intéressant parce que je me souviens de ça à cause d'une anecdote. Et pour les filles, on était filles et garçons. On suivait les cours ensemble pour toutes les matières, excepté 1 heure par semaine, les filles, nous avions droit à des cours d'éducation sexuelle. 1 heure par semaine? 1 heure par semaine. Ce qui est incroyable, même maintenant, je crois pas que dans les lycées français, les filles ou les garçons aient droit à des cours d'éducation sexuelle. C'était notre prof, parce qu'en principe, 1 heure par semaine, les filles devaient suivre des cours d'art ménager. D'accord. Et les garçons peut-être d'art manuel, je ne sais pas exactement. Mais notre prof avait décidé que on n'avait pas besoin d'art ménager, peut-être parce que c'était quand même des privilégiés qui suivaient et qui valait mieux nous dispenser des cours d'éducation sexuelle. Bon, je peux vous raconter une blague, puisque les garçons n'avaient pas droit à ces cours, et quand on avait droit, moi j'étais dans la section mathématiques, parce que j'ai été toujours plus forte en mathématiques. Alors donc j'avais naturellement été dans le bac mathématiques, mais au moment du cours d'éducation sexuelle, ceux qui faisaient sciences naturelles et ceux qui faisaient mathématiques, on se réunissait ensemble pour les cours d'éducation sexuelle, et on allait dans une salle qui était au sous-sol, oui, et qui était très belle d'ailleurs, une ancienne construction, et pour y arriver, il y avait 3-4 marches qu'il fallait descendre. Et soudain, au milieu du cours, la dame, notre maître, mettait le doigt devant sa bouche pour qu'on se taise. Elle venait doucement jusqu'à la porte, elle ouvrait la porte, et les garçons tombaient, les pauvres, ils n'avaient pas droit au cours d'éducation sexuelle, et derrière la porte, ils essayaient d'écouter pour bénéficier. D'accord. Alors ça, de profiter des leçons. Oui, des subrepticement. Subrepticement, et ils tombaient tous, et on riait aux éclats. Ça, c'était une blague qu'on a eue. Alors, ceci dit, c'est pour parler de l'histoire des conditions des femmes. Oui. En France, c'est en 1974 que la France a eu droit à une femme ministre. Oui. En la personne de Simone Veil. C'était la première fois qu'une femme accédait au poste ministériel. Mais en Iran, bien avant la Révolution, en 1979, on a eu, bien avant, une femme ministre de l'Éducation. Alors ça, c'était à l'époque du dernier Shah. Mais avant lui, son père, qui était Reza Shah Pahlavi, qui a régné de 1925 à 1941, il avait promulgué l'interdiction du port de voile dans les lieux publics, hormis dans les monuments religieux. Et bon, à l'époque du Shah, cette interdiction a été assouplie parce que bon, ceux qui voulaient pouvaient le porter et ceux qui voulaient pas ne le portaient pas. Mais il a continué les réformes en faveur des femmes. Mais comme aucune répression vis-à-vis des minorités ne peut perdurer, je dois signaler que déjà à l'époque Qajar, la précédente dynastie, des signes de dévoilement futurs s'étaient manifestés. Parce qu'ils ne se sont pas montrés très tendres, en revanche, envers les Zoroastriens, il me semble. Mais là, c'est un autre sujet, c'est envers une religion. C'est un autre sujet, on en parlera mais je veux dire par là qu'ils savaient être fermes, quoi.
Non, c'est pas l'histoire des Qajars, c'est l'histoire des Zoroastriens, c'est vraiment bien avant, à l'époque après l'invasion arabe. Et, oui. Oui, c'est à cette époque qu'il y a eu des... l'histoire du dévoilement, il y a eu le cas que je voudrais mentionner, le cas de la féministe, poétesse et théologienne de renom qui s'appelait Tahireh Barakani. Cette femme, qui avait été avec ses sœurs éduquée par leur père, et connaissait très bien le persan, l'arabe, les poèmes et tout. Alors, à la conférence de Badajoz en 1948, d'accord, elle se dévoile. Alors, après avoir jeté son foulard par terre, elle se met à réciter tête nue ses propres poèmes dans une assemblée composée exclusivement d'hommes. Ça a créé un scandale. Bon, je veux pas parler du reste. On peut trouver des informations sur Internet où le chat, paraît-il, ça lui plaît, il voudrait la connaître. Bon, ça, je vais m'arrêter là. Ceci dit, je voudrais dire que on ne doit pas oublier que à la Révolution française en 1789, qui a donné naissance aux droits de l'homme, celle-ci a été limitée aux hommes. Oui. Le qualificatif d'homme doit être pris au sens littéral du terme. Et le Code Napoléon, en 1804, a institué l'incapacité juridique de la femme mariée. En 1804. Bon, donc la religion seule n'est pas, je pense pas qu'elle soit seule en cause, parce qu'on trouve l'infériorité de femme un peu partout. Et est-ce que c'est le patriarcat? Est-ce que c'est le machisme? Est-ce que c'est le principe de la propriété privée? Quoi qu'il en soit, la non-reconnaissance de l'égalité juridique des femmes dans la majorité des pays musulmans est d'autant moins acceptable et révoltant que le principe de l'égalité ontologique entre l'homme et la femme est explicitement reconnu dans le Coran, ce qui n'est pas le cas du judaïsme et de l'islam. Donc, a fortiori, ils ont aucune légitimité religieuse pour instituer une inégalité juridique entre l'homme et la femme. Et de toute façon, je pense que sous l'angle institutionnel, si la République islamique d'Iran avait instauré l'égalité juridique dès le départ, il aurait peut-être paru révolutionnaire et aurait pu perdurer. Oui. Mais en étant à l'origine de la dégradation de la condition féminine, il est certain que leur vie sera limitée dans le temps. Oui. Et ceci dit, je voudrais dire quelques mots sur l'islam politique et le cas du guide de la révolution, parce que après ces mouvements, on a demandé les mouvements de l'automne dernier. Oui, de l'automne, on a demandé, parce que même la sœur de Khamenei demandait qu'on allège, qu'on permette aux femmes de respirer. Et alors, on a soulevé la question du foulard. Et Khamenei a dit, le foulard, c'est un foulard politique. La question du foulard, c'est une question d'ordre politique et non point religieux. Il le reconnaît officiellement. Il a dit, c'est le symbole de la révolution islamique en Iran. Oui, c'est ça. Donc là, comme vous le constatez, dans le couple islam et politique, c'est pas l'islam, mais c'est le politique qui importe. Oui. C'est ce que je voulais. Alors, il y a une autre question. On lui a demandé de recourir à un référendum sur la question de la République islamique. Et la question aurait été? Non, qu'on demande si les peuples est pour ou contre la République islamique. D'accord. Parce qu'il faut noter qu'il y a un antécédent. Khomeini, quand il a instauré la République islamique, il a eu recours à un référendum. Et pour recourir à un référendum, il a argué que ce sont nos parents
qui ont décidé d'une monarchie constitutionnelle. Ce sont nos parents qui ont décidé d'une monarchie constitutionnelle, mais nos parents ne peuvent pas décider au sujet de ce que nous voulons aujourd'hui. Khomeini à l'époque. Oui. Donc il veut l'actualiser. Il sent que dans le passé, mais il veut l'actualiser. Voilà. Alors les jeunes se sont adressés à Khomeini pour dire nos parents ont voté pour la République islamique, mais comme Khomeini l'a souligné à très juste titre, nos parents ne peuvent pas décider de ce qui est bon pour nous aujourd'hui. Oui. Donc on veut un référendum. Vous savez ce que monsieur Khamenei a répondu? Les gens n'ont pas le niveau intellectuel requis pour décider de ce qui est bon pour eux. Alors ils ont dit, mais comment ça se fait qu'il y a 40 ans, ils avaient le niveau intellectuel requis, donc il n'y a aucune légitimité pour la République islamique d'Iran. Mais ça revient un petit peu au point initial, où on prend les mesures politiques qui nous intéressent en fonction du pouvoir et des intérêts qu'on a à défendre. Oui, non, mais ça veut dire que ces deux religieux, ce qui les intéressait, c'était le pouvoir. C'était le pouvoir. C'était pas l'islam qui... C'était pas la pureté du fait de suivre une religion. Il y avait quand même une concurrence entre, il faut dire la vérité, entre le Shah et Khomeini. C'était une guerre entre deux personnalités, surtout. Il avait quand même pris des décisions qui avaient causé du tort aux mollahs, l'expropriation des terres pour faire la révolution verte. Il n'y avait pas que du mal chez le Shah. D'ailleurs, j'ai entendu, on m'a envoyé une vidéo où Khomeini a dit peut-être que ce qu'il a voulu faire de moderne, admettons que c'était bien ce qu'il voulait faire, ceci, cela, mais nous, la population ne veut pas de la modernité et tout ça. Il avait justifié le retour. Il y a les bandes, on peut les écouter mot pour mot et traduire ce qu'il a dit. J'ai été très surprise parce que j'avais oublié tout ça. Puisque vous parlez d'islam, Nino Garabaghi, percevez-vous aujourd'hui une réelle possibilité d'une refondation de la pensée théo-islamique comme Khaled Benchek y appelle? Mais oui, parce que j'ai vu des vidéos aussi où on commence à trop critiquer certains prophètes en disant que c'était pas des hommes parfaits. Bon, moi, je suis pas théologienne, mais pour mon propre opinion, je dis les prophètes ont été des hommes, et qui a dit que l'homme a été créé parfait? Peut-être que les religieux diront qu'il a été créé parfait. Moi, je rétorquerai Adam, pour ne citer que lui. Adam a péché. En persan, on dit Adam. Oui. Adam, pour ne citer que lui, prouve que l'être humain est ambivalent. Alors, il est capable du pire comme du meilleur. Et de toute façon, pour les prophètes, et dans toutes les religions, il est normal qu'ils soient bâtis sur la figure de l'idéal type de l'homme parfait, pour générer ce besoin d'imitation. Pour que l'homme cherche à être parfait, à œuvrer. Ceci pour dire qu'il faut soutenir, je pense, toute initiative qui cherche à l'avènement de l'islam des Lumières. J'ai oublié de préciser quelque chose d'important. Il y a des religieux, il n'y a pas que la société civile, il y a des religieux qui se sont élevés et ont interpellé Khamenei pour dire que le Coran ne légifère pas sur la tenue vestimentaire des femmes. C'est les religieux qui le disent. Vous imaginez vous l'avez dit vous-même. Il défend une idée politique. Mais les religieux lui ont dit. Mais après, ils lui ont dit, mais nous sommes arrivés à un point de gravité tel que les dignitaires disent, mais qu'avez-vous fait de la religion pour que les gens excédés en viennent à s'en prendre aux religieux? Parce que les jeunes qui sont pris à partie enlèvent le turban des mollahs dans la rue, alors ils sont obligés de se balader avec des turbans de réserve et ils les ridiculisent. C'est pour ça que j'avais dit que de toute façon, la religion, partout, vous aviez demandé à un certain moment que la religion, s'il n'y avait pas la religion, les hommes
entre eux, ce serait la guerre. La religion apaise un peu les passions négatives, ne serait-ce que pour une partie de la population, la peur de l'au-delà. Alors, je vais prendre une illustration pour illustrer cette phrase, justement. Qu'avez-vous pensé, Nino Garabaghi, du voyage du pape François actuel en Irak, et notamment le fait qu'il prenne le temps et la peine d'aller voir Al-Sistani, le numéro 2 du chiisme dans le monde? Comment avez-vous perçu ça? Comme une ouverture, un dialogue possible entre deux religieux? De toute façon, comme je l'ai écrit, et ça date pas d'aujourd'hui, et pour l'islam politique, la religion doit être, j'estime, être dynamique, ce qui suppose une double ouverture. Il s'agit d'ouvrir les portes de la réinterprétation de ses propres textes pour éviter toute crispation dans le temps. Et il s'agit aussi et surtout de s'ouvrir à l'autre, de dialoguer avec les autres pour mieux se connaître et se comprendre mutuellement et pour évoluer. Oui. Alors, d'une façon générale, il s'agit de dire oui à la vie, de laisser s'ouvrir les portes de l'esprit pour permettre le déploiement de l'être, pour permettre d'évoluer, parce que on envisage le progrès uniquement sur le plan temporel et matérialiste. Mais quand on dit Occident-Orient, on pense souvent à l'Orient de l'esprit. Oui. C'est il faut lire un peu Henri Corbin pour voir la pensée iranienne, quels étaient ces religieux qui ont mené et ces grands mystiques qui ont œuvré pour cet Orient de l'esprit, qui ont œuvré. Ce que vous dites là, enfin, moi, me rappelle un petit peu un peu la pensée zoroastrienne. Oui. Parce que c'est là où Henri Corbin travaille beaucoup sur cet islam. Il y a tout un courant qui reprennent des principes, des préceptes zoroastres du platonisme et de la pensée, parce que Platon, Zoroastre, il y a jamais eu de fermeture entre les cultures. Non. C'est pour ça, on reviendra avec la question de l'universalisme. Il y a toujours, les cultures se sont empruntées les uns aux autres, se sont influencés. Ils ne vivaient pas les uns côté des autres dans des boîtes étanches. Ils se sont nourris les uns les autres pour évoluer, avancer. Et pour revenir à l'islam de lumière prôné par Khaled Bencher, président de la Fondation de l'islam de France, c'est un islam qui n'a pas fermé les portes à l'ijtihad. Et l'ijtihad, c'est ce que j'ai dit, c'est fidèle à l'esprit qui a présidé à la création de l'islam. Il est important que les croyants se soumettent à l'effort de compréhension et d'interprétation le Coran et la charia pour adapter la pratique des musulmans à différents moments de leur histoire. Oui. C'était ça l'esprit de... Alors, comment percevez-vous ce que je vais vous dire là? J'ai pu discuter justement, je reviens à cette visite du pape François chez Al-Sistani en Irak. Oui. Quand j'en ai parlé à un ami mandéen, vous savez, les disciples qui suivaient Jean le Baptiste, voilà, dont le rite du baptême est très fort chez eux. Il m'a dit, tu sais, ce geste du pape a été très incompris parce que un certain nombre de musulmans ont pris ça comme un acte de faiblesse du pape parce que c'est lui qui s'est déplacé chez Sistani et non pas l'inverse. Alors justement, est-ce que on peut seulement s'arrêter là à ce geste ou est-ce qu'on ne peut pas voir au contraire que justement il a fait peut-être l'effort, il y a eu cette visite, cette rencontre rendue possible dans une simplicité d'homme en fait. Celui qui se rend humble, c'est celui qui est le plus grand. Oui. Parce qu'il élève, il élève par son humilité. Oui, et évidemment. Je sais plus si c'est Saadi ou qui dit l'arbre, plus les fruits sont denses, plus il penche. Plus il s'abaisse. Plus vous avez du savoir, moins vous êtes arrogant et prétendez savoir.
Et c'est un grand pape. Le pape actuel, c'est un grand pape. Il œuvre vraiment pour la paix et il est à l'écoute. Son geste pour aller en Afrique, au Congo, non, c'est un grand homme. Mais il n'y a pas que lui, il y a Sistani. Je pense que l'important c'est de s'oublier, c'est l'acte désintéressé. Le pape ne pense pas à lui, il cherche la paix. Il cherche la paix. Il ne cherche pas à se grandir. Il ne cherche pas à grandir. La religion catholique est grandie par l'acte, par le résultat. Oui. Et la preuve, si moi je dis un grand bien du pape, c'est qu'il a atteint son but. Alors justement, je ne pense pas que les musulmans puissent considérer ça. Au contraire, si on doit flatter leur ego, tant mieux. Si on a besoin de flatter l'ego des individus pour qu'ils suivent la voie de la sagesse, pourquoi pas? Alors peut-être, parce que le temps passe, Nino Garabaghi, voudriez-vous peut-être par cette illustration du pape finalement, figure mondiale quand même connue et reconnue, aborder le sujet de la gouvernance mondiale dont vous vouliez parler? Puisque vous m'avez posé la question, je vais maintenant revenir à la question de l'universalisme qui est à la base de la bonne gouvernance pour le vivre en commun. L'acte constitutif de l'UNESCO stipule que les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Si nous voulons contribuer à l'essor de la paix sur notre petite planète Terre, nous devrions apprendre à penser et nommer juste pour pouvoir parler vrai et agir bien. Les propos de certains politiques concernant les immigrés ayant une connotation raciste, il est important de ne pas sombrer de nouveau dans les affres d'un monde belliciste et raciste. L'impuissance des institutions multilatérales ne doit pas faire oublier la raison d'être pour laquelle ils ont été fondés. Ces institutions sont censées œuvrer à l'avènement d'un universel métissé pour le bien de chacune de ses constituantes de la communauté humaine. Ici, il me paraît utile de revenir sur quand on dit communauté internationale, on sous-entend souvent communauté occidentale au niveau de l'action politique. Et quand on parle de la pensée universelle, on a tendance malheureusement aussi à penser à l'Occident. Prenons le cas des penseurs des plus brillants tels que Hegel, Husserl ou Lévinas. Peu avant la Seconde Guerre mondiale, Husserl, dans la crise de l'humanité européenne et la philosophie, opte pour l'hypothèse d'une altérité irréductible de l'Occident, c'est exactement ce qu'il nomme, et postule pour la supériorité de ce qu'il appelle notre Europe. Il y a en elle, précise-t-il, quelque chose d'insigne à quoi tous les autres groupes humains eux-mêmes sont sensibles, quelque chose qui, abstraction faite de toute utilité, les pousse à s'européaniser plus ou moins, alors que nous, si nous nous comprenons bien, nous ne nous indianiserons, par exemple, jamais. C'est exactement ce qu'il dit. Si j'ai dans le passé critiqué la promotion de l'idée de l'universalisme européen, j'ai depuis été étonné de constater que Lévinas, qui se voulait philosophe de l'altérité, ait pu lui aussi être un fervent partisan de l'universalisme ethnocentré. En effet, Lévinas, dans son livre « Humanisme de l'autre homme », fait à l'instar d'Edmond Husserl
l'hypothèse d'une altérité irréductible et opte pour un universalisme européen et déclare, je cite, « Cette décriée civilisation occidentale et qui a su comprendre les cultures particulières, lesquelles n'ont jamais rien compris à elles-mêmes, mais la sarabande des cultures innombrables et équivalentes, chacune se justifiant dans son propre contexte, crée un monde certes désoccidentalisé, mais aussi un monde désorienté. » Fin de citation. Fin de citation. Posture impérialiste pour certains, raciste pour d'autres, avec le concept d'universalisme européen, nous sommes en tout état de cause en présence d'un oxymore. Oui. Nul n'est parfait. Il est vrai que nous sommes tous à un moment ou un autre victimes de contradictions. Et on a tendance à voir la paille dans l'œil de l'autre. Mais pour éviter de nous concentrer sur le défaut de l'autre, il faut essayer de réfléchir sur la question de savoir comment on peut surmonter cette hypothèse d'altérité radicale qui a donné lieu à des apories. La posture d'universalisme européen ne fait pas l'unanimité en Occident, loin s'en faut. Merleau-Ponty, qui était de la même époque que Husserl et surtout de Lévinas, pour ne citer que lui, a remis en cause l'universalisme ethnocentré. D'ailleurs, c'est ce qui m'a fait penser au terme de décivilisation qui a été utilisé par les médias ces temps-ci. Et de toute façon, je pense qu'avec la montée des identitarismes, la question de l'universel s'impose plus que jamais. Il est à se demander si l'irruption des identitarismes n'est pas dans les pays du Sud une réaction au refus de l'universalisme européen de surplomb. Bien sûr. Et en Europe, une réaction au refus de domination politico-culturelle de ces contrées communément dénommées les pays du Sud, c'est-à-dire l'humanité non occidentale. Donc il y a cet affrontement entre les deux perspectives. Ninou Gabaraghi, vous appelez à un universalisme, mais alors quels moyens nous permettent d'y accéder ? Alors, la réponse est simple, ce sont les institutions multilatérales du système des Nations Unies. Des changements majeurs sont à l'œuvre. Changement paradigmatique, changement de l'ordre économique mondial. Les paradigmes ont par nature vocation à changer. Nous avons eu droit au naturocentrisme, au théocentrisme, après à l'anthropocentrisme et maintenant à l'écocentrisme. Comme on le constate, il n'est pas facile de définir ce qui est bon pour l'humanité entière. Et reste à savoir quel paradigme dominant privilégié. La pensée complexe est transdisciplinaire selon Edgar Morin. Sans intercommunication des disciplines, sans dialogue et compromis des communautés humaines, il n'est pas possible de faire œuvre commune. Les institutions multilatérales du système des Nations Unies, noyau central du système de gouvernance mondiale qui est multiple, ont un rôle majeur à jouer en matière de sécurité collective de l'humanité. Alors pour finir, Ninou Gabaraghi, puisque nous arrivons au terme de l'émission, abordons un petit peu, en quelques mots, la quête d'Alter Ego, ce dernier livre publié chez l'Harmattan. Oui. Dans ce livre, j'ai tenté d'apporter des bribes de réponses à des questions d'ordre existentiel et spirituel, comme le mal-être, la mort, le deuil, la quête de sens, le bonheur. Et pour ce qui est le bonheur, je vais peut-être rapidement donner la définition. Par exemple, André Comte-Sponville définit le bonheur comme obtenir tout ce que l'on désire. Alors je dirais pour autant qu'on complète cette définition par la précision qu'en donne Saint-Augustin en disant que pour autant que l'on puisse limiter son désir à ce que l'on a déjà. Dans ce cas, moi je définirais le vrai bonheur comme
c'est avoir peu de désirs et beaucoup de disponibilité pour jouir des multiples merveilles en nous et autour de nous. Alors, comme vous avez dû le constater, mon livre sur la quête d'alter ego ne comporte pas de conclusion. Non, mais effectivement. si je devais maintenant, c'est-à-dire quelques mois après sa publication, conclure, je dirais que c'est la saisie du beau avec l'art, du vrai avec la connaissance et du juste avec la politique qui permet de faire l'expérience de l'éternité, summum de l'extase de la jouissance du présent. Oui. Je pense, quel que soit le pays de provenance, l'art véritable, produit de l'acte désintéressé, c'est ce qui nous sauve en nous arrachant à nous-mêmes. Certaines œuvres artistiques ont une charge émotionnelle telle qu'elles vous font vivre des moments d'extase et de félicité à nul autre pareil. Ce que j'aime par exemple dans la vue de certains tableaux et estampes est le pouvoir qu'ils ont de générer en moi un sentiment d'éternité, comme si le temps suspendait son vol. Vous ressentez une paix, un silence intérieur qui régénère tout votre être. Je pense que c'est la même chose avec la musique, qui est chargée de spiritualité. Elle vous arrache à vous-même et vous fait planer dans les osmoses. Et je pense que c'est la définition que l'on donne de l'extase. Et pour terminer, je pense que ces expériences m'ont fait prendre conscience qu'il me fallait apprendre à vivre ma vie au quotidien comme une quête de ces moments d'éternité. Cette félicité d'un perpétuel présent qui, en nous affranchissant de la servitude du temps, nous libère de la réalité de l'inévitable finitude de toute chose. Pour finir, New Garabaghi, s'il y a un seul maître mot qui prédomine dans tout ce que vous venez de dire, je dirais que c'est le mot sagesse. Vous y appelez? Sans le savoir, c'est... Vous en parlez souvent dans votre livre, de la sagesse. Mais, quand vous m'avez posé la question, c'est ça qui m'a surpris, parce que je me suis dit, c'était peut-être la quête de mon alter ego, et ceci peut-être tient... Je dois là rendre hommage à mes parents parce que c'était des êtres exemplaires. Et mon père était l'exemple même de la sagesse. C'était un épicurien qui était stoïcien en même temps. Pour sa vie, il menait une vie saine au point de vue... Donc sur ce plan, il était épicurien et au point de vue âme, il avait une sagesse stoïcienne. Et c'est peut-être, je pense que l'éducation qu'on a d'abord, c'est l'exemple de l'autre, qu'on a quotidiennement sous les yeux. D'un alter ego. Oui. C'est les parents d'abord qui donnent l'exemple de ce... On apprend en voyant ce que fait l'autre. Eh bien, comme ce chemin n'est jamais fini, New Garabaghi, je vous souhaite une très bonne continuation sur cette quête de votre alter ego. Et avant de finir, New Garabaghi, je sais que vous souhaitiez nous lire un poème. Allons-y. Je vais d'abord le lire en persan, après je le traduirai. Très bien. Selon mes propres termes. آورد به استرارم اول به وجود جز حیرتم از حیات چیزی نفزود رفتیم به اکراه و ندانیم چه بود زین آمدن و بودن و رفتن مقصود خیام اگر ز باده مستی خوش باش با ماه رخی اگر نشستی خوش باش چون عاقبت کار جهان نیستیست انگار که نیستی چو هستی خوش باش. Je vais traduire. Contre mon gré, il m'a fait être, mais rien pour éclairer ma fascination sur le mystère de la vie. Nous sommes partis à regret sans savoir quelle fut la raison de notre venue, séjour et départ. Khayyam, si tu es ivre de nectar, sois heureux. Si tu es en compagnie d'une beauté, sois heureux.
Comme en ce monde, la fin de toute chose est le non-être. C'est comme si tu n'existais pas, mais comme tu existes, sois heureux. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment de m'avoir permis de partager avec vous ce moment.